19h46, merci d'être là, on est en direct et c'est touche pas à mot. Ah bah merci. C'est Momo, là, c'est Momo, il est déchaîné. C'était toi, Momo? Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Bah, je vais dire. Je dis que c'est toi, t'inquiète pas, c'est pas grave. Et ton polo est magnifique. J'adore. Bah, tu sais quoi, bah, je vais acheter le même. Non, tu me l'offres pas, non, mon chéri. Non, tu me l'offres pas, je vais t'offrir moi un polo et on va même partir en polo tous les deux, faire du polo. Arrête un peu, toi. Momo, je dois dire Momo que j'aime, qui nous a jamais lâchés. Ouais. C'est un amour de mec et il sait que je l'aime. T'as toujours ton badge ou pas pour rentrer? Quand ils t'ont enlevé ton badge? Je m'en occupe. Pourquoi ils lui ont enlevé son badge? Pourquoi ils lui ont enlevé son badge? Et pourquoi je suis pas au courant? Je sais pas, moi, il a dit Mokhtar. Canal. Ouais, je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Tu vas pas avoir un badge, tu vas avoir une collection de badges. Tu vas avoir des badges, tu vas même avoir des pins, tu vois. T'inquiète pas, merci mon Momo en tout cas d'être là, c'est qu'on t'aime. Les chéris, merci d'être là hier. Record d'audience hein, pour TPMP, vous étiez extrêmement nombreux, 500 000 d'écart avec le deuxième hier. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à nous regarder. Momo, ça te fait rire. Hein. Et voilà, donc merci à vous. Les chéris, on va passer à cette info. Poupette Kenza. Alors, doit-elle être bannie à vie des réseaux sociaux? Alors moi, je suis tombé là-dessus hier soir. J'étais tranquillement en train de bouquiner. Encore un magnifique bouquin de Gilles Kepel. Quoi? Je suis épatée. Lequel? De Gilles Kepel. Quel livre? De Kepel. Oui. Gilles. Mais le titre. Gilles. Le titre? Parce qu'il en a écrit quelques-uns. Dépêchez-vous en régie quand même. Un cheveu sur la soupe. Un cheveu sur la soupe. Ah oui, excellent, c'est son meilleur. C'est vrai? Qu'il a coécrit avec les laboratoires Garnier. Alors, elle a affirmé qu'elle ne travaillait pour aucune personne juive et qu'elle n'avait aucun partenaire, aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. On regarde sa story et on en parle ensemble. J'ai pas vu la story, moi j'ai juste vu des trucs passer. Parce que bon, c'est vrai que je suis pas très story. Mais et puis je regrette pas quand je vois ça. Regarde. Ah oui, ouais, confirme. Je pense clairement qu'il y a énormément de gens qui sont suivis, qui se servent de cette cause pour faire du buzz ou pour être bien vus. Chose qui n'est pas du tout mon cas. C'est pour ça que j'ai du recul sur la situation. Vous connaissez ma position. Pour moi, c'est le principal. Moi, je vous dis, et moi, c'est clair et net, je suis une pro-Palestine, une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne, sioniste ou juive. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Je travaille avec mes marques. Je ne veux pas dire que c'est tous des rebeux, mais c'est tous des gens de notre communauté et tout. Ouais, c'est dramatique. Hein. Alors, en plus, hein. la Poupette Kenza, c'est vrai qu'elle m'a souvent appelé en plus pour que je la produise. Comme par hasard, ça ne la gênait pas que vous se soyez juif, vous? Non, mais elle a dû oublier. Hein. Ah, visiblement. Ah, ça avait peut-être pas. Je crois que j'étais bouddhiste. Non, mais franchement, non, mais c'est fou. C'est fou ça, quand on a besoin d'aide. Alors, on va revoir tout et puis après vous nous donnerez votre avis. Elle est donc revenue rapidement sur ses propos. Elle a publié des excuses dans sa story Insta. Regardez. J'ai rien contre les juifs, j'ai rien contre les chrétiens. Wallah, j'ai rien contre les musulmans, j'ai rien contre personne. J'ai juste contre les sionistes et ceux qui financent le génocide, ceux qui financent ce massacre. Voilà, j'ai juste contre ceux qui cautionnent ça et qui défendent ça. Voilà. Après le reste, tu peux être juif, chrétien, musulman, tout va bien se passer, on peut manger à la même table. Donc il ne faut pas déformer les propos, je me suis mal exprimée. Si j'ai des poupettes qui sont juives et qui me suivent et qui sont contre tout ce qui se passe, il n'y a pas de souci, bienvenue dans la team, pas de problème. Mais si vous cautionnez, vous pouvez m'en follow s'il vous plaît. Elle est trop gentille, on peut manger à la même table. Les posts sont délirants. Ce qu'elle dit est absurde, voire illégal, puisque si elle s'excuse, c'est aussi parce qu'elle a été signalée par Mme Aurore Berger, ministre auprès du procureur, bravo, et que des plaintes vont être déposées. Parce que je rappelle que boycotter quelqu'un en raison de son identité ou de sa religion, c'est illégal en France. Donc elle est délirante. Après, faut-il l'interdire à vie? Non, mais moi je voudrais qu'elle soit interdite pendant au moins 1 an ou 1 an et demi, le temps que les procédures soient diligentées et qu'elles soient éventuellement condamnées. Laissons à la justice, pour moi, se saisir cette affaire qui est très très grave. On ne peut pas dire ça en France. C'est purement et simplement de l'antisémitisme sur les premières déclarations. Donc pour vous, elle ne doit pas être bannie des réseaux? Si, c'est définitivement. À vie. Je suis d'accord avec vous. Non, voilà, à vie, non. Mais le temps de la procédure, oui. Un an, t'as dit? Oui, 1 an, 1 an et demi. 1 an et demi, ouais, pareil. Non, moi je suis comme lui. 1 an, le temps de la procédure, elle doit être pour l'instant stoppée des réseaux. Parce que ce qu'elle a dit, c'est très très grave. Ce qu'elle a dit là, moi quand j'ai vu la story, on me l'a envoyé. Je me suis dit donc d'accord. Donc elle veut travailler qu'avec les rebeux. Donc ça veut dire que moi demain, si je fonce son raisonnement,
Si je veux acheter de la viande, je ne vais pas acheter de la viande chez les Rebeux. Je ne vais pas acheter de la boulangerie, mon boulanger est juif. Je ne vais pas acheter chez le boulanger juif. C'est de la discrimination, ça. C'est de la discrimination au travail, c'est de la discrimination en tout, en tant que nature humaine, c'est de la discrimination. Et c'est surtout, elle fout un bordel incroyable. Alors qu'elle veuille défendre une cause, c'est légitime, c'est son problème, c'est son choix personnel. Mais elle est suivie par énormément de monde et elle a la mémoire courte. Parce que moi, Instagram, ça appartient à qui? Facebook, ça appartient à qui? Tu es en train de parler sur un support, c'est à qui Instagram? C'est à qui Facebook? Qu'elle réfléchisse bien avant de raconter des conneries. Parce que l'endroit même où elle parle, je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que ça appartient pas à un Marocain ou un Algérien ou un Tunisien. Je lui en veux beaucoup. Mark Zuckerberg, je lui en veux beaucoup. Parce que ce qu'elle fait là, elle fait énormément de mal. Et moi, je ne veux pas qu'elle soit bannie. Je veux qu'elle aille devant un tribunal et qu'elle réponde parce qu'on me dit tout le temps, on me dit, ça c'est puni pénalement. Quand tu t'en prends à un black, quand tu t'en prends à un arabe, quand tu t'en prends à un juif, quand tu t'en prends à un chinois, un asiatique, peu importe, c'est puni, ça s'appelle du racisme. Alors où on me dit que la France, elle accepte ça, et on a le droit d'être puni de racisme, on a le droit de le faire, et elle a rien, ou on la met devant un tribunal et on dit ça par contre, t'as pas le droit de le dire, c'est interdit. C'est pour ça que je veux qu'elle soit juste suspendue des réseaux, mais je veux qu'elle aille devant un tribunal. Quand t'es olive en ce moment. Non mais vous pouvez rigoler sur ça. Moi je rigole pas sur ça, j'ai pas d'humour sur ça. Non mais arrête d'en faire des caisses, on est plus concernés que toi. Donc arrête d'en faire des caisses. Non mais parce que là t'as dit une phrase, on n'a rien compris, mais c'est pas grave. Merci Géraldine. Non, moi je trouve que Raymond et Gilles ont absolument tout dit. Mais en revanche, pardon Raymond, mais défendre une cause ne doit pas te rendre antisémite. Il n'y a aucune cause qui justifie l'antisémitisme. Et aujourd'hui, il faut le dire, il faut l'avouer, il faut le redire. La société française est gangrénée par un antisémitisme insupportable. Les actes antisémites ont flambé. Il n'y a aucune religion aujourd'hui qui est attaquée comme la religion juive. Et c'est insupportable aujourd'hui que des influenceurs qui sont totalement bas de plafond et de tout et d'intelligence, ils ont une bêtise crasse, qui sont complètement incultes en plus, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, qui ne comprennent rien, comme nous ici d'ailleurs autour de cette table, tellement c'est compliqué la situation et qui ne peuvent même pas nous expliquer quoi que ce soit de la situation, prennent parti comme ça et en fait, malgré tout, alimente un antisémitisme qui est juste insupportable parce qu'aujourd'hui, les Juifs de France, on en parle moins, on n'en parle plus, mais les Juifs de France aujourd'hui, ils ont peur. Ici, ils ont peur. Oui, je voudrais lire parce qu'elle a à son retour en fin de journée, parce que le compte Instagram de l'influenceuse est resté bloqué pendant près de 24 heures seulement. Je trouve que c'est quand même très léger. C'est très bien ce qu'il a dit. C'est quand même très léger. Alors, à son retour en fin de journée, elle a publié un communiqué. Chers tous, chères toutes, je prends mon stylo ce matin car hier, mercredi 15 mai, j'ai tenu des propos graves, mais qui en réalité ne reflétaient pas du tout le fond de ma pensée. Avant tout, je tenais à présenter mes excuses à toutes celles et ceux que mes propos ont légitimement pu heurter, choquer ou indigner. Je partage avec vous mon quotidien sur les réseaux sociaux de façon spontanée. La magie de la technologie qui me permet d'être très proche de vous implique parfois que j'oublie mon statut de personnalité publique et que je m'exprime sans trop réfléchir. Vous l'avez remarqué. Ainsi, je souhaite préciser que je voulais réellement dire hier, personne ne peut rester indifférent à ce qui se passe actuellement à Gaza et la situation dramatique du peuple palestinien m'affecte tout particulièrement. Alors que nous vivons des temps très sombres pour l'humanité, je ne veux pas rajouter à la haine entre les êtres humains, c'est ce qu'elle a fait. J'ai commis un abus de langage qui a malheureusement créé la polémique. Un abus de langage ? Oui, et elle appelle ça un abus de langage, dire je ne travaille pas. Ce qui sous-entend, je n'ai pas envie de travailler avec des juifs, ou je n'ai dans mon entourage aucune personne qui est juive, ni mon agent, ni une marque, ni ceci, ni cela. C'est un abus de langage ? Non, c'est un délit, madame. Ça s'appelle de l'antisémitisme. J'ai bien conscience qu'être juif est avant tout une religion, une croyance qui appartient à chacun, dans le plus grand respect de la liberté de conscience, de culte et de religion, que je respecte plus que toute autre chose. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ce que je voulais dire, c'était simplement que je ne souhaitais pas avoir de collaboration commerciale avec une société qui soutiendrait le massacre en cours sur le territoire palestinien. Cependant, je subis depuis hier une vague de haine, de violence et de harcèlement sans précédent. Elle s'étonne en plus. Elle va victimiser. Oui, ça, elle s'étonne en plus. Elle sème la haine. Accompagnée de menaces de mort et de viol. Ces messages sont tellement nombreux que j'ai déjà dû changer de numéro de téléphone. Ça, on peut condamner. Elle s'étonne. Non mais c'est fou de s'étonner comme ça. Non mais les gens font des conneries après. Mes propos, aussi graves qu'ils soient, ne justifient en aucun cas un tel acharnement et constituent des infractions pénales. Par ailleurs, j'ai appris que le gouvernement français avait chargé la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT de réaliser un signalement auprès du parquet compétent afin que des poursuites pénales soient engagées contre moi. Selon moi, il est lamentable et dangereux que le gouvernement français m'utilise et me jette en pâture à des fins politiques, et ce alors que je subis déjà une vague de harcèlement très préoccupante. N'importe quoi. En fait, c'est rétropédalage. Non, mais elle comprend rien. C'est délirant. Enfin, là, c'est ses conseils, c'est pas elle. Bien sûr. Ils lui ont dit on essaie de limiter les dégâts, mais sauf qu'ils en rajoutent. Moi aussi. Je finis en rappelant que rien ne justifie la mort de civils innocents, d'un côté comme de l'autre, qu'une vie humaine a autant de valeur qu'une autre vie, quelle que soit sa religion, son ethnie, sa couleur de peau, ses croyances. Je souhaite de tout
mon cœur que la paix revienne au plus vite dans tous les endroits qui connaissent de terribles conflits. Et que les otages soient libérés aussi. Elle se réveille aujourd'hui. Elle se réveille aujourd'hui. Pour finir, je tiens à vous dire que j'ai appris de mon erreur. Je vous présente encore une fois mes excuses pour cette faute grave. Voilà, mais involontaire. Moi, je ne pense pas qu'elle ait appris de son erreur. Moi, je voudrais la condamner à regarder l'histoire de l'antisémitisme en 4 épisodes qui est disponible sur la plateforme Canal. Même moi, qui suis beaucoup avec énormément d'intérêt ces questions-là, j'ai appris énormément de choses. Il y a beaucoup d'amalgames aujourd'hui. Et elle ne peut pas utiliser le mot sioniste, qui est une nouvelle façon de faire de l'antisémitisme sans le dire. C'est ça aujourd'hui dans la société française. Ah ben on ne prononce pas le terme Comme juif. elle est moins aguerrie, elle voilà, le dit. on dit sioniste. Voilà. Ah ben ça doit être moins grave, donc j'utilise sionisme. Moi, je lui rappellerai que sioniste, ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui simplement ont voulu rejoindre la terre d'Israël parce que ça fait 3000 ans que les Juifs sont persécutés de toutes parts. Et encore une fois, elle regarde cette série documentaire sur Canal, elle comprendra tout, je n'ai pas besoin de lui faire de leçons. Et elle verra que le sionisme, c'est la possibilité de rejoindre une terre pour juste être en paix et vivre en paix. C'est très grave de confondre les mots pour vouloir juste défendre les Palestiniens. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Bien entendu que tout le monde voudrait que les Palestiniens vivent en paix et ils ont le droit de vivre en paix. Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est absolument horrible. C'est pas pour autant qu'il faut s'en prendre aux Juifs, qu'il faut s'en prendre. La société israélienne, elle est cosmopolite. Il y a plein de gens qui disent des choses très différentes. Ils viennent de partout dans le monde. Ils ne sont pas forcément tous d'accord avec la politique de Netanyahou. Et en tous les cas, ils ne sont évidemment pas d'accord avec la mort de civils palestiniens. Donc il ne faut pas tout confondre. Et il ne faut surtout pas jeter la haine sur une population. Guillaume. Et ne soyez pas dupes, elle ne se serait jamais excusée si elle n'avait pas senti que c'était chaud pour elle, au-delà du gouvernement, des marques avec qui elle parle. Parce qu'elle parle des marques qu'il faut boycotter parce qu'ils soutiennent soi-disant le génocide, ce qui est complètement faux. Mais là, c'est les marques qui vont la boycotter, elle. Et par ailleurs, sa prise de parole, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un block-out 2024 et que c'est parce qu'elle avait déjà peur, pas pour le peuple palestinien, mais pour son compte en banque. Attends, Benaïm, là, vous parlez, on comprend rien. On va d'abord expliquer. Je vais vous expliquer comment on fait. Il faut d'abord expliquer quelle est l'opération Blackout 2024. Les téléspectateurs, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est. Donc vous dites un truc, on n'est même pas, voilà, les gens ne sont pas au courant. Non mais il faut d'abord expliquer ce que c'est. Ah oui. C'est une opération qui encourage à bloquer de nombreux influenceurs et personnalités publiques parce qu'ils n'ont pas pris parti. C'est un mouvement qui invite des utilisateurs à se désabonner, à bloquer des célébrités restées silencieuses sur la guerre à Gaza. L'objectif étant de faire baisser leur nombre de followers afin de leur faire perdre de l'argent. De nombreuses célébrités ont perdu un grand nombre d'abonnés depuis le début de l'opération. Et cette opération a pris de l'ampleur au moment du Met Gala, c'était il y a quelques jours. Et les internautes reprochaient la démesure de l'événement où le couvert coûte 75 000 $ face au conflit dans la bande de Gaza. Donc voilà, c'est encore Blackout 2024. Voilà, c'est n'importe quoi. Bah oui, et ce qu'elle dit, donc c'est du racisme, c'est un appel à la haine. Imaginez qu'elle dise, moi je refuse de travailler avec des Noirs, je refuse de travailler avec des Arabes. C'est juste délirant. Ce que j'ai dit et en fin de compte, elle est le symbole de l'extrême simplification, dans le mauvais sens du terme, de ce conflit auquel elle ne connaît rien, et nous non plus d'ailleurs, qui se résume à, sur les réseaux et sur TikTok, mettre des drapeaux israéliens avec des trucs qui vomissent, mettre des drapeaux palestiniens avec des trucs qui vomissent, et on voit un nombre de TikTok, il y a les siens, mais de TikTok dégueulasses, et d'une libération de la parole antisémite insupportable. Il y a des mecs qui mettent les personnalités que je n'aime pas sans raison, et vous avez 15 personnalités juives, tout le monde like, tout le monde trouve ça cool, personne ne bloque, et c'est devenu normal de dégueuler sa haine, son racisme, son antisémitisme. Il y a aussi les musulmans qui en prennent plein la gueule, il faut le dire, sur les réseaux, et c'est absolument abject. Moi, je voudrais vous lire un message que je viens de recevoir de Sidi. Vous connaissez Sidi? Oui, bien sûr, on adore. Merci monsieur. Merci monsieur. Merci. Non, mais laissez-le. Pas de violence, s'il vous plaît. Pas de violence, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur. Merci. Faites attention, monsieur. Voilà, il n'a pas des idées belliqueuses. Merci, monsieur. Merci. Laissez-lui son drapeau. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Pas de violence, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui n'a pas des... gentiment. Mais non, il va sortir. Il n'a pas de volonté belliqueuse. Merci à ce monsieur. Merci, monsieur. Bah, qu'est-ce que... Non, mais nous, vous savez, nous, on dit rien ici. Hein. Vous savez, on commente l'actualité, monsieur. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été avec nous. C'est insupportable. Ouais. Eh oui, alors c'est insupportable de s'insurger contre Pet Kenza, qui est quelqu'un qui a condamné le racisme. Parler d'antisémitisme. Exactement. Regardez, je vais vous lire le message de Sidi qui est incroyable. Sidi qui vient nous voir ici, que j'aime profondément. Salut Cyril, c'est Sidi. Ce genre de propos me dégoûte, ça m'écoeure. C'est tout simplement de l'antisémitisme. Ce genre de personne doit être radié à vie des réseaux sociaux. Comment peut-on avoir de tels propos? Et c'est vrai qu'ici, voilà, on est vraiment une émission de tolérance, ça sépare toutes les communautés. Et Sidi, je l'aime tellement, ce jeune homme. On l'adore. Mais quel amour de mec, voilà. Et vous voyez que voilà,
Ici, on est pour la paix. S'il est pour la paix, on est tous pour la paix. C'est vrai que quand on entend tel propos aussi de ce monsieur voilà... Mais c'est des gens qui comprennent bien ou pas bien, parce que regarde, le conflit entre Israël et la Palestine, j'avais dit moi le lendemain du 7 octobre, j'ai dit on est reparti pour combien d'années? C'est pas Israël et le Hamas. Israël et le Hamas. Faire la correction. Israël et le Hamas, c'est très important. On est reparti pour combien d'années? Là, Poupette Kenza, elle venait ici. Il y avait déjà un conflit entre Israël et le Hamas, mais pourtant elle venait ici. Elle croisait des juifs, plein de juifs, ça ne la dérangeait pas de venir ici. Donc qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour au moins se renseigner? Moi, j'y connais rien. Donc je me dis que voilà, je me dis que plus vite ce truc sera réglé, mieux ce sera, parce que j'y connais rien. Mais les gens n'y connaissent pas plus que moi. Et ils prennent des positions, des prises de parole. Et ce qu'elle dit là, c'est très grave. Et restez bien concentrés sur... Parce qu'on reste sur aucune personne juive, mais restez bien concentrés sur... Moi, je travaille qu'avec des rebeux, je travaille qu'avec ma communauté. C'est aussi grave. C'est aussi grave. Parce que ça veut dire qu'elle ne travaille pas avec des Renois, elle ne travaillera pas avec d'autres personnes, ni avec des... C'est aussi grave. C'est très, très grave. Et à vie, moi je suis pour à vie. Quelqu'un qui est antisémite aujourd'hui, il sera toujours dans un an. Je ne veux pas croire qu'il va changer dans un an. Donc quand on en chope un qui soit anti-musulman ou anti-juif, etc., ou anti-toute autre religion, eh ben on Oui, Pascal. Moi aussi, je suis assez radicale parce que ce type de déclaration, c'est pas la première fois que ça arrive. Et je trouve qu'à un moment, il faut sanctionner sévèrement, notamment via les réseaux sociaux, puisqu'elle l'utilise, c'est son outil de travail, dire stop, maintenant, ça suffit. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que je vois autour de moi la communauté juive qui a peur de vivre en France et qui se pose la question, qui se dit... Mais on pense à partir, mais on marche sur la tête. On est en France, là. J'entends ce discours, moi, autour de moi. Et moi, ça me choque. Voilà. Mais c'est vrai que cette Poupette Kenza, voilà, après, c'est pas non plus... Il faut arrêter. Hein, c'est... 1 200 000. 1 200 000. Mais bon, Poupette Kenza, il y a beaucoup de gens qui la suivent, mais il y a peu de gens, je pense, qui l'écoutent. Hein. Écoutez, ça va aussi, c'est aussi... voilà, c'est du voyeurisme aussi, puisqu'elle montre sa vie, etc. Donc il y a énormément de gens qui veulent... Il faut qu'ils prennent ça au second degré. Elle fera des soirées diapo, elle montrera sa vie à sa famille. Merci, Benaïm, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce qu'a dit le monsieur, ici, on est pour la paix, pour la tolérance, et que les points de vue, parfois antagonistes, parfois extrêmement, non pas violents, mais forts, ont été tenus entre nous, et que tout le monde a pu s'exprimer. Donc voilà, c'est une émission où la liberté de parole, encore une fois, faut-il le redire, mais je tenais à le dire, est absolument totale. Voilà. Et encore une fois, défendre quelqu'un, défendre les Palestiniens, et bien entendu qu'on a tous envie, encore une fois, que le peuple palestinien puisse vivre en paix, et qu'il ait ses terres, et qu'il ait le droit de pouvoir le faire, ça ne signifie pas de s'opposer aux autres. Il faut arrêter de voir ce conflit sous cette forme-là. C'est insupportable. Merci. On peut voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. C'est important. Non, voilà. Doit-elle être bannie à vie des réseaux sociaux? Non, à 74,9%. Et 25% disent oui. On va parler maintenant de cette affaire. 32% des Français, donc 68% des Français, estiment qu'il ne faut plus subventionner les associations d'aide aux migrants. Donc, parce qu'ils ont fait le sondage à l'envers, hein, donc ils ont mis 32% des Français veulent continuer à subventionner les associations d'aide aux migrants illégaux. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est vrai que ça fait énormément parler. Très vite, Gilles Verdez, vous n'êtes pas d'accord? Ah oui, je ne suis pas d'accord. Alors ça va vous surprendre, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que dire oui, dire oui là, pour moi, c'est assimiler ça dans mon esprit. Si j'avais dit oui, ça aurait été êtes-vous pour l'immigration illégale et clandestine. Et non, je ne suis pas débile. Je suis pour la générosité, je suis pour qu'on s'occupe de tous les gens. Mais je ne suis pas pour qu'on entretienne, c'est ce qu'avait dit M. Darmanin aussi, c'est à un moment, quand on finance ça, on entretient quelque part l'idée à des migrants illégaux qui ne sont pas en situation régulière et qui sont sous l'emprise de passeurs, on entretient l'idée, venez en France, vous serez aidés. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas. Je suis pour qu'on aide les migrants légaux, réguliers, à s'intégrer, mais là, je dis non. Merci. On va écouter Gilles Verdez, je pense qu'il a très bien résumé. Franchement, c'est vrai. L'ancienne candidate de Secret Story, Nathalie Andréani, annonce être multimillionnaire grâce aux plateformes de charme. Nathalie Andréani est devenue une figure emblématique de contenu pour adultes. Elle a révélé sans fil ce qu'elle gagnait depuis qu'elle a commencé dans l'industrie du X. Regardez. Et Daniel, j'espère que ça ne va pas te donner des idées. Tout ce que j'ai gagné sur les plateformes depuis quelques années, tu veux que je te montre des chiffres? Je te les montre, je te les envoie. Si toi, tu es à l'aise avec ça, oui. C'est quoi? Attends, est-ce que j'arrive à lire? 1 195 405,41 €, c'est quoi ça comme plateforme? Ça, c'est Mime. OnlyFans. 1 47 528,22 €. Ça, c'en est encore une autre.
Parce qu'on 359 000, et vous multipliez les plateformes? Oui, j'en ai 5. Donc c'est pour ça que tu dis multimillionnaire? Bah oui. Mon dernier bilan actuel, 1 93 000. Et sans passer chez Hanouna, sans Jérém Star. Tu vois ce que je veux dire? Sans passer chez nous. C'est vrai qu'il était venu ici en fait. Et c'était chez Sam Vira. Et c'est vrai que. Non, mais c'est incroyable. Donc là. J'avais rencontré une fois, j'avais fait une séance photo avec elle où elle venait de commencer sur le mime. Et elle fait des vidéos qui ne sont pas des vidéos pornographiques, je tiens à dire, parce que j'en ai regardé quelques-unes. Non, ils sont érotiques. Elle est nue, mais c'est pas. Oui, visiblement, t'es plus dessus que moi. Apparemment, là, on a des vrais journalistes. Encore une fois. Je vous dis les infos. Elle fait des vidéos, elle fait des photos sexy, elle fait aussi des sextapes. Elle fait aussi un peu de sextape, mais comme tout le monde. C'est comme tout le monde. Pas comme tout le monde. Entre guillemets. En tout cas, elle me montrait son téléphone. Elle venait de commencer et elle postait des vidéos. Et il y avait un petit clic à chaque fois que quelqu'un commandait une vidéo. Elle les vendait. Je me souviens à l'époque, c'était 300 € la vidéo, une vidéo qui durait 2-3 minutes, 3-4 minutes, 300 et toutes les 3 secondes, c'est cling. 300 € toutes les 4 secondes. Non, mais c'était hallucinant. Hallucinant. Non, mais c'est fou. Et c'est qu'en ce moment, par exemple, elle a que 300 abonnés. Que 300 abonnés. En tout, elle en a eu 20 000, je crois, dans toute l'histoire. Donc ça veut dire que chaque personne a dépensé 50 € en moyenne, ce qui est énorme. Le panier moyen, entre guillemets, il est énorme. Et là, il y a une autre candidate qui s'est lancée il n'y a pas longtemps sur Mime. Il y a un influenceur qui s'est un peu moqué d'elle sur les réseaux. Il y a un mec qui a dépensé 7 000 € en une semaine sur son compte pour avoir des contenus. Non, mais c'est fou. Ça pousse les gens à dépenser des fortunes. Elle a plus de 3 millions d'euros, là, elle a gagné. Oui, parce qu'il y a 1 million d'euros par an, en gros. 1 million d'euros. Toutes plateformes confondues, elle en a 4 ou 5, elle l'a dit. 1 million d'euros par an. C'est du chiffre d'affaires, mais encore, c'est énorme. Une très belle maison en Corse et tout, c'est une embellie. Bravo pour incroyable. Et moi, j'aurais adoré aussi faire ça. S'il n'y a pas eu d'enfants, je serais volontiers lancé dans ce genre de contenu. Vos enfants, ils ont 55 ans, donc vous pouvez y aller. Non, 23, la petite à 23. C'est tes enfants qui t'en empêchent. Comment? C'est tes enfants qui t'en empêchent. Parce que j'ai pas envie que mes enfants voient des images. Ah, mais sinon, vous le feriez, oui. Oui, autrement, si j'avais pas eu d'enfants, je l'aurais fait. C'est de l'argent facilement gagné en se faisant plaisir. C'est pas facilement gagné, moi, je trouve. Facilement, on comprend. Moi, je trouve. Quand tu as des facilités. Non, mais il faut le dire aux jeunes filles qui regardent. Le sentiment que offrir son corps et utiliser son corps comme un outil pour gagner de l'argent, c'est pas facile et c'est pas facilement gagné et ça a un prix et le prix c'est que tu peux aussi passer de l'autre côté et devenir de plus en plus loin, voilà, de plus en plus loin et basculer dans plein de choses et donc il faut dire à ces jeunes filles que c'est pas de l'argent facile, il faut les prévenir de ça. Et après, dans son cas, ça dure. Et que les images, ça dure à vie. Elle se retrouve toujours. Après, dans son cas, elle a quand même déjà un certain âge. Elle a l'air totalement consentante. Elle a eu plein de vie avant et elle a le droit aussi de gagner l'argent comme elle veut. Oui, tout à fait. Daniel. Moi, ça me choque. D'abord, ces sommes-là me choquent et c'est bien que Valérie dise ça. Enfin, tu dis c'est parce que j'ai des enfants, mais la morale, ça te dérange pas. Et puis, il n'y a rien d'immoral là-dedans, c'est pas illégal. On va dire à une gamine, fais des études, fais un métier. Oui, la morale là-dedans, en quoi c'est immoral? C'est pas du trafic de drogue, c'est pas du trafic d'armes. Il n'y a pas de trafic d'organes, il n'y a pas de trafic d'enfants. Est-ce que tu aurais envie que ta fille fasse ce métier? J'ai envie que ma fille soit heureuse, elle fera bien ce qu'elle veut de sa vie. Après, sa fille, elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, je veux qu'elle soit heureuse. Tu racontes. Non, mais c'est pas ça, mais en revanche. Toi, ta fille, tu lui dirais quoi? Je veux qu'elle soit heureuse, c'est tout. Elle fait bien ce qu'elle veut de sa vie. Après, elle est en médecine, elle n'est pas du tout là-dedans, mais voilà, mais elle fera bien ce qu'elle veut. Mais le message qu'on envoie, c'est ça, et c'est bien de le dire, que ce n'est pas de l'argent facile. Il peut y avoir ensuite du harcèlement. C'est facile par rapport à quand tu travailles à l'usine et que tu travailles 12 heures par jour. Il a dit attention, oui, ça peut paraître facile, mais il y a beaucoup de choses négatives. Et il faut vraiment le marteler parce que cette interview est dangereuse parce qu'on a l'impression que c'est super. Est-ce que c'est pas de la... Je pose la question. De la nouvelle prostitution. Oui. C'est ce sur quoi le gouvernement est en train de travailler. Il y a des députés qui commencent à dire est-ce qu'on ne serait pas dans une nouvelle forme de prostitution? Absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. La prostitution, c'est tu travaillais sous les ordres d'un souteneur qui prenait les 3 quarts de ton argent, qui mettait dans sa poche, qui se baladait en manteau de fourrure dans Paris, pendant que toi, tu turbinais sur le trottoir. Ça, c'est les gens qui sont indépendants. Ils travaillent depuis chez elle, avec son mari. Elle fait ce qu'elle veut. Elle met les vidéos qu'elle veut. Une nouvelle forme. Comme ça. Alors, mais je vais vous dire quelque chose. Moi, si j'étais une prostituée, je préfère faire ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Absolument. D'être dans un trottoir. Elle utilise l'intelligence artificielle où ils ont en projet de vouloir le faire, l'un et l'autre, pour pouvoir communiquer, d'après ce que j'ai pu comprendre, avec des consommateurs. Et donc, il n'y a aucune. Et c'est vrai que aucun sexe dans l'histoire. Et juste Jean-Michel, c'est vrai que c'est Kelly d'ailleurs qui vous dit que
qui vous dit que vous êtes un connard. Ah oui, ça c'est possible. Elle dit qu'il y a des prostituées qui, c'est vrai, qui travaillent toutes seules. Elle a raison. Elle a raison. Aujourd'hui, là, vous me parlez d'un truc, là, Jean-Michel Maire, vous avez quand même 20 ans, vous avez quand même 40 ans de retard. On voit que... Au contraire, je suis très en avance sur vous. Non. Mais il y a beaucoup de filles qui sont en train de dire que les acteurs porno sont des prostituées. Mais non. Calme-toi, c'est pas parce qu'on parle de tes amis, là. Calme-toi 2 secondes. Non, mais c'est vrai. Oui, mais calme-toi 2 secondes. On n'a pas dit ça. Non, mais oui. On n'a jamais vu prendre quelque chose autant à cœur. Calme-toi. Calme-toi 2 secondes. Replace tes cheveux, tranquille. Je vais te dire. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que Valérie, s'il te plaît, le métier même de prostituée, c'est plus le même qu'avant. Il y a beaucoup de prostituées qui travaillent alors que. Bien sûr. Ah oui, donc j'avais dit le contraire. Oui, non, mais si tout à l'heure tu nous donnes l'exemple. Allez, en plus il est devenu amnésique, tu vois. Ça t'a rendu amnésique de faire des conneries. Souteneur et tout ça, Jean-Michel. Ah oui. On parle d'une forme d'ubérisation du sexe où les jeunes filles, en fait, vendent des charmes ou prennent des rendez-vous avec des gens en région via Internet, etc. Jean-Michel. Donc c'est pas anodin quand même, je veux dire, il s'agit de la vente de son corps. Non mais d'accord, mais la nouvelle forme de prostitution, parfois, elle il est colère là-dessus. Franchement, là, je l'ai jamais vu comme ça. Non, je connais le sujet, c'est tout. La nouvelle forme de prostitution, ce sont aussi parfois des jeunes. C'est bien. Pour une fois qu'il connaît un sujet, laissez-le kiffer, c'est bon. Non, et ne vous trompez pas, c'est pas que du virtuel et c'est pas que seules qu'elles font ça. Il y a de plus en plus de gens qui se spécialisent là-dedans, qui font du management et qui managent plein de filles. Et en fait, la réalité, c'est que les filles gagnent souvent très peu d'argent, voire pas parce qu'elles sont étudiantes. Au début, c'est des photos un peu sexy, des photos de leurs pieds, c'est 10 balles, 20 balles, 30 balles. Après, c'est moi, est-ce que tu peux te déshabiller entièrement, ce sera 100 balles. Et puis un jour, c'est tiens, tu vas coucher avec un mec, et ce sera 1000 balles. Et puis on en a marre de te voir avec ce mec-là, donc ce sera un deuxième mec, et t'auras peut-être pas envie de coucher avec lui, ce sera 5000 balles. Et il se retrouve avec des demandes complètement farfelues, et c'est l'appât du gain qui fait. Après, on ne les juge pas, il y en a qui ont le droit de le faire, mais c'est vrai qu'il faut assumer les conséquences, et ça peut être un espèce de tourbillon, parce qu'on s'habitue à l'argent, on s'habitue à l'argent facile, et après, on se retrouve à faire n'importe quoi. On aurait aimé avoir la vie de Polska qui en a fait ça. Malheureusement, elle est en train de vomir dans le couloir. Voilà, écoutez, je sais pas si elle va faire des vidéos, mais elle va pas gagner beaucoup d'argent avec ça. Merci, calmez-vous. On va se retrouver dans un instant. Valérie Benaïm et Géraldine Maillet, vous êtes bien turbulentes aujourd'hui. Ça va vous faire du bien de rester au repos ce week-end. Oui, je le dis. Dans un instant, les chéris, vous le savez, 2 agents pénitentiaires tués dans l'attaque d'un fourgon. On aura avec nous, dans un instant, une personne très très proche du fugitif qui sera avec nous. Et on aura également la sœur de Mohamed Amra, qui sera avec nous dans un instant, le fugitif, puisqu'on entend énormément de versions. C'est vrai. Et on a envie aussi d'avoir la version de la famille. Sachez que tout le monde, sachez qu'elle a été harcelée par tous les médias pour qu'elle s'exprime dans un média, que ce soit les chaînes d'infos ou autres. Tous les médias l'ont harcelée pour qu'elle parle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a pris la décision de parler, puisqu'elle en avait marre d'être harcelée. Donc elle s'est dit, je vais parler une fois pour toutes. Et elle a choisi TPMP. Elle sera avec nous dans un instant. C'est vrai que c'est une affaire tragique. Et si on peut donner des éléments et si on peut avoir le témoignage d'une des proches et de sa sœur, ce sera, on espère, important pour vous, bien entendu, pour l'actualité, pour l'information. Et puis, bien sûr, vous pourrez lui poser des questions si vous voulez. À tout de suite. Il est 20h21, merci d'être là les chéris, on est bien sûr en direct, c'est Touche pas mon poste dans un instant, comme je vous l'ai dit. Vous l'avez vu, ce drame qui s'est passé cette semaine, 2 agents pénitentiaires tués dans l'attaque d'un fourgon. 2 proches du fugitif seront avec nous dans un instant, une personne très proche de lui, on ne peut pas dire qu'elle est pour lui, et une autre personne qui est sa sœur, qui sera avec nous dans un instant. On a entendu énormément, bien entendu, de versions. Et c'est vrai qu'on a envie de savoir, mine de rien aussi, ce qui se passe et où ça en est. Gilles, tu me donneras également des informations, puisque tu n'as toujours pas été retrouvé. Non, la traque continue. Oui. Exactement, c'était lundi. On va parler, complètement autre chose, les chéris, puisqu'on est dans ce qu'il ne fallait pas louper. Et on va parler des prénoms les plus donnés à nos animaux de compagnie. Ah, c'est pour toi. Il y a le nom de ma chienne. Nala Yé. Eh ouais, Nala Yé. Vous savez que pour les chiens, c'est Ulysse. Ah oui. Le plus donné. Et pour les chats, c'est Ulysse aussi. C'est l'année des U, il n'y a pas beaucoup de prénoms. Pour les chats, c'est Nala aussi. Et pour les chiens, c'est Uno en 2. Uno. En 3, c'est Una. En 4, Hugo. Et en 5, Nala. Et pour les chats, c'est donc le prénom le plus donné pour les chats, c'est Minette. Ouais. Un classique.
C'est un bon basique. La base. C'est Minette. Voilà. Tigrou, Simba, Nala et Ulysse. Voilà. Est-ce que vos chiens s'appellent comment? S'appelait comment votre chien? Alors, l'ancien, il s'appelait Edgar. Oui, et le nouveau? Et le nouveau, celui de ma compagne, il s'appelle Blacky. Blacky. Parce qu'il est tout noir. On l'appelait Blacky. Je suis pas plus con que j'en ai l'air. S'il avait été rose, ça s'appelait Pinky. Rosie. Pinky, oui. Rosie, c'est ma chienne. Exactement. Voilà, c'est la chienne de Kelly. Rosie. Ah, Rosie. Exactement. Mais elle n'est pas rose. Non, je crois pas. Mais Kelly, vous comprenez un petit peu ce que je dis? Pas tout, mais la plupart, oui. Ouais. Oui, c'est tout. Bébel, moi, mon chat. Non, c'est pas vrai. Ah, t'as un chat? Bébel. Je vous avais dit, on l'avait offert le jour où Jean-Paul Belmondo est décédé. Non. J'avais eu de la peine que Belmondo soit décédé et on me l'a offert le jour même. Il est arrivé un tout petit chaton. J'ai dit, tu t'appelleras Bébel. Tiens. Ouais. Il fait des cascades et tout. Il saute par la fenêtre. il fait des cascades et tout. Il saute par la fenêtre. Il saute sur le toit de ma voiture. C'est vrai. Il me fait des bosses sur le toit de la voiture. Ça, Benaïm. Buddy. Moi, mon chat s'appelle Buddy. Voilà. Bah quoi? Oh là là, Il est magnifique, mon chat. Américain, c'est super. Il regarde la télé. Donald, Minnie, Winnie. Pas mal. Vous êtes insupportable. Pourquoi? C'est leur vrai nom. Dites-moi le nom de votre chien. Vous savez comment on fait Oui, je sais. Comment on donne le nom d'un acteur porno. Je sais, on prend le deuxième prénom et le nom du chien. Voilà. De quoi? L'animal de compagnie. Exactement, l'animal de Deuxième compagnie. prénom et nom du chien? Exactement. Vous appelez Blacky, votre chien? C'est quoi votre deuxième prénom? Philippe. Bah, vous appelez Philippe Blacky si vous faites Philippe Blacky, vous appelez comment? Raymond Bébel. Raymond Bébel. Il est sale. Exactement. C'est quoi votre deuxième prénom? Anna Buddy. Anna Buddy. Anna Buddy, ça le fait. C'est le plus crédible. Je peux te dire qu'Anna Buddy, faut pas lui en prendre. Je prends l'abonnement. Je l'ai vu, elle a joué. Non, mais c'est vrai. Elle a joué dans 2 abricots et 3 bananes. Vous? Moi, ce serait Alfred Titus. Ah ouais. Alfred, c'est mon deuxième prénom. Et mes chats, c'est Titus et Choupinette. Marie-Homer. Ouais, pas ouf. Tu vas pas faire beaucoup de films. Tu vas pas faire beaucoup de films, toi. Moi, j'avais une perruche, donc ça serait Dominique Canada Dry. Ça marche. C'est pas mal. Si, ça marche. Pas mal. Ça marche. Sylvie Verdez. André Minou. Mais c'est incroyable. Mais vous, c'est pas possible. Non, mais sans rigoler. C'est fou ce manque de sens. Non, mais sans déconner. C'est tout est à côté. André Minou. Non, mais sans déconner. Vous imaginez, on va regarder. Mets le film avec André Minou là. Il est au générique. Non, mais c'est fou. Vous, on vous demande même pas. Non, j'ai jamais eu d'animal. Donc mon deuxième prénom c'est Monique, mais à part ça. Ça suffit. T'étais tellement bien parti. Et vous, votre deuxième prénom, c'est quoi? Quoi? Mon deuxième prénom? Valérie. Donc Valérie Nala? Ouais, mais ça va pas du tout. Bon, c'est pas si mal. Non, ça va pas du tout. Pas le meilleur, c'est André Minou. On trouvera pas mieux. Ah, mais franchement. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je regarde tout de suite le film. Les gars, est-ce que vous avez déjà vu un raton laveur? Oui. Oui. Laveur de quoi? Les carreaux. Non, regardez, est-ce que vous avez vu cette séquence lunaire qui s'est déroulée hier soir pendant la rencontre de MLS entre Philadelphie et New York? Le match a été interrompu pendant la première mi-temps par un raton laveur sur la pelouse. Regardez, ils ont mis 2 minutes 41 à attraper l'animal. Regardez. Oh, he's going in. Raccoon now evading even more. Now the raccoon goes on. This is marvellous entertainment. At what point are we just rooting for him? Very nearly got away. Go on, raccoon. Very nearly got away. You can get out. Don't hurt him. They got him. They got the raccoon. Tu peux l'attraper à la main? Quoi? C'est mignon. Vous pouvez pas l'attraper à la main? Il va trop vite. Il va trop vite. Si t'as une poubelle, tu te ralentis. Lâche la poubelle déjà. Il était épuisé au bout de 2 minutes. On l'appelle raton laveur parce qu'il lave sa nourriture avant de la manger. Il lave à l'eau comme ça avant de la manger. Voilà. C'est pas vrai. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle raton laveur. C'est un animal qui a été exterminé dans l'Amérique du Nord parce que ça se mange, c'est très bon paraît-il. Et la fourrure aussi était à la mode. Maintenant la fourrure c'est plus à la mode du tout et il y a d'autres nourritures comme le poulet. Mais c'est un animal qui, c'est l'antithèse de Raymond, c'est un animal qui nique que 2 fois par an. Il nique en janvier, février. Vraiment Raymond. Une balle perdue. C'est marrant, à chaque fois que tu étudies une question, tu regardes, vous avez remarqué, à chaque fois que tu étudies une question, tu regardes combien de fois la personne ou l'animal copule. Bah non, mais je connais les spécificités, je suis pas un SPA, excuse-moi de m'intéresser aux animaux.
Faites une très mauvaise émission. J'allais le dire. Ah, bah tiens, on va rester dans les animaux. Mardi, une vendeuse a découvert un serpent vivant de plus d'1 mètre dans une cabine d'essayage. C'est en France. Ça s'est passé dans un magasin de prêt-à-porter dans les Ardennes. Regardez, la photo fait flipper. Elle est tombée, apparemment... Apparemment, il cherchait une tenue pour une soirée. Non, mais c'est fou. Il est passé par la clé. C'est un serpent taureau. Un serpent taureau. C'est une espèce qui vient d'Amérique du Nord et là qui sans doute est venue par la climatisation. Et alors, heureusement... Et quand il se sent menacé, il souffle comme un taureau. C'est pour ça. Là, il est en position défensive. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres. Regardez, on a un exemple du bruit que ça fait. Un serpent taureau. Je ne savais même pas que ça existait. Ah non, c'est fou. Ah, je laisse les clés de l'appart, je me barre. Ah, t'as une phobie. Je suis pas alors, regarde. T'es chez toi. Ah bah moi, je m'en vais, je déménage. Tu n'as même pas regardé. Il a pondu des œufs. Regarde. Je te dis quand c'est fini. Il est beau. Hein. Oui, il n'est pas venimeux. Bah, il est en beau. revanche, il étouffe. Voilà. Il étouffe, ça peut être dangereux. Bah oui. Il étouffe, t'atouffe. Ah non, mais il est. Voilà. Il est beau. Il est beau, j'adore. beau. Moi, j'ai un petit truc avec les serpents, j'aime bien. Ah ouais, on a le droit d'en avoir un en France. Il est autorisé en France. Ah bah tiens, tu viendras à la maison, je te le mettrai autour du cou. Non mais c'est vrai, imaginons tu te fais attaquer par un serpent, tu fais quoi? Bah t'attends. Moi je crie et je crie. Non mais qu'est-ce qu'il faut faire? Lui marcher sur la queue. Pas du tout. Si, c'est vrai, ça lui fait peur. Pas du tout, c'est si c'est attaqué par Raymond. Non, c'est vrai. Comment on fait si on est attaqué par un serpent? Moi j'appelle les pompiers. Non, ils sont sensibles aux vibrations. Il paraît qu'il faut taper comme ça très fort et rester à distance. Faut pas lui mais taper, s'il est en train de t'étrangler, t'es en train d'étouffer, du pied. C'est trop tard. Ça fait peur. Non mais est-ce qu'il faut pas lui prendre la tête comme ça? Prendre comme ça, tu vois. Si, mais le problème c'est si vous vous attaquez à la tête et il est plus rapide que vous. Non, je le défonce. Amène-moi un serpent. Amène-moi un serpent. S'il vous mord, il va me mordre. Qu'est-ce qu'il va me mordre? Et puis après, il va me mordre et après, je vais le prendre comme ça, je vais l'éclater. Une vipère, par exemple, vous la prenez à main nue. Il va me faire quoi? Une vipère, vous la prenez à main nue. Franchement, une vipère, je la prends à main nue. Sérieux? Amène-moi une vipère. D'où le livre, Vipère au point. C'est un vrai livre. Hervé Bazin. Mais un serpent comme animal de compagnie, ça pourrait vous chauffer. Non, parce que c'est pas ouf quand même. Qu'est-ce que tu vas foutre avec un serpent? Tu vas pas te tenir en laisse dans la rue comme ça? Mais tu vas pas sortir le soir avec le serpent, vas-y. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça vous dégoûte pas, ça vous fait pas peur? Non, non, mais bon, ça me dit rien de ouf, quoi. Je suis pas, voilà. Ça dort tout le temps, c'est pas très marrant. Ça dort tout le temps, c'est vrai. Il y a le nourrir, il faut lui donner des souris, tout ça. C'est agréable à caresser en revanche. Ah ouais? Ah non. Ça doit faire longtemps que t'as pas fait un serpent. Mais cela dit, Cyril, c'est flippant parce qu'il était passé par les canalisations quand même. C'est ouf. T'imagines, t'arrives dans une boutique, tu vas essayer un t-shirt et tu tombes la cabine d'essayage si t'es nu dedans et que tu. Non mais c'est fou. Vous avez vu cette Bretonne qui a demandé à son mariage, à son mari, en cadeau de mariage, elle lui a demandé une boîte de pâté. C'est pas ça du tout. Quoi? C'est pas ça du tout l'histoire. Elle a mis la demande. Elle a fait sa demande en mariage via une boîte de pâté. Ah oui, faut bosser les émissions un peu. Il est là. Monsieur qui fait de très mauvaises émissions. Lui, il bosse. Quel bolos. Gilles, racontez-nous l'histoire, ça sera mieux que lui. Donc en fait, elle est amoureuse et il se trouve que son mari, qui est breton, adore un pâté. Je sais pas, on donne la marque ou pas? Non. Non. Bon voilà, donc un pâté breton traditionnel. Fabriqué, donc, je crois, dans le Finistère. Et donc, elle a demandé aux salariés de la société en question s'ils pouvaient fabriquer une fausse boîte de pâté qui serait envoyée par la suite à son futur mari, espère-t-elle, pour faire sa demande en mariage. Ils ont accepté. Dans les premières boîtes vides, ils ont glissé son message. Ils ont refermé la boîte et ça lui a été transmis par courrier. On n'a pas encore la réponse. Voilà, il a reçu un colis avec cette boîte et le demande en mariage dedans. C'est beau comme histoire, je trouve. Ouais, c'est amour, gloire et pâté. Ouais. Pas mal. Franchement, bravo. Moi, je trouve qu'ils sont malins quand même, parce que le fait d'avoir dit oui, tout le monde en parle. La marque, elle est citée partout. Et depuis ce matin, on n'entend que ça. Donc, c'est une pub formidable pour eux. Ouais. Merci. Est-ce qu'on peut me donner ce que j'ai demandé là, par SMS en régie, s'il vous plaît? S'il pouvait arrêter de dormir. Merci. Non, c'est important quand même. Tiens, d'ailleurs, quel dormeur êtes-vous? Est-ce que vous avez vu cette étude? Les chercheurs ont établi 4 catégories de dormeurs. Vous allez nous dire où vous vous trouvez. Il y a le bon dormeur,
une routine de sommeil saine avec des horaires réguliers, une satisfaction élevée, une efficacité dans l'endormissement et le réveil et une durée de sommeil solide. Qui se sent... Ouais, ça c'est moi. C'est moi. Ah ouais. Ouais, ça c'est les gens qui sont bien dans leur tête. Ouais. C'est vrai. Non, les autres, c'est des dépressifs. Il y a les dormeurs de rattrapage le week-end. Souvent des jeunes qui compensent un manque de sommeil en semaine en dormant davantage pendant les week-ends. Cette pratique peut avoir des implications sur leur santé à long terme. Personne, c'est pas toi, Daniel. Les adeptes de la sieste, Daniel. Non, des siestes excessives perturbent le risque de sommeil naturel et entraînent des difficultés à s'endormir la nuit. Ah, c'est moi. Bah, c'est vrai, c'est vous. Dedans, ouais. Et les insomniaques, ils rencontrent des difficultés à s'endormir, dorment moins longtemps et se réveillent souvent pendant la nuit. Benaïm, c'est vrai. Oh là là. Alors, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans, à 1h30 du matin, donc forcément, mon sommeil il a été un peu impacté. Donc j'ai appris à dormir 3 heures. Et voilà, vivre, travailler, dormir 2 heures, et sectionner. Attends, vous avez une super technique, vous dormez pendant les émissions, moi ça vous évite de dormir chez vous. Bravo, chef. Bravo, chef. Bravo, chef, mais qu'il est con. Les chéris, ça y est, j'ai la liste de Didier Deschamps. Ils viennent de la donner, donc je vais vous la donner et je vais vous faire, bien entendu, des commentaires. Ah oui, normal. Je vous cache pas que voilà. Vous y êtes pour beaucoup ou pas? Non, il y a une grosse surprise. Il y a une grosse surprise. Il y a une grosse surprise et je vous l'ai dit ou pas? Oui. Je vous l'ai dit. Si ça... En gardien, Areola, Maignan, Samba. Normal. Normal. Pas de surprise. En défenseur, Koundé, que j'adore. Il a fait un très bon match contre le PSG, je trouve. J'adore et je trouve qu'il est... Il est stylé. Klose, j'adore. Pavard, c'est mon petit chouchou, mon préféré. Il sait que je l'aime. Voilà, c'est le plus d'Arca. En plus, voilà, je l'adore. C'est un des plus d'Arca, je l'adore. Je l'aime, il le sait. Konaté, exceptionnel. Upamecano, exceptionnel. Saliba, exceptionnel. Théo Hernandez, que j'aime, il le sait aussi. Et Mendy, qui va être champion d'Europe. Donc voilà, donc il n'y a que des tauliers. Défense exceptionnelle. Milieu Kamavinga, exceptionnel. Fofana, exceptionnel. Kanté, c'est la grosse surprise. Voilà. Le retour d'N'Golo Kanté. Eh oui, le retour d'N'Golo Kanté. Et quand N'Golo Kanté revient, on gagne tout le temps. On gagne toujours. Rabiot, ensuite, c'est magnifique. Zahir Emery. Chouameni, exceptionnel. Et bien sûr, mon Griezmann, mon Antoine, que j'aime aussi. Il le sait, comme je l'aime. Ensuite, en attaque. Je les aime tous. Dembélé. Forcément. J'adore. Giroud. Je l'aime. Il y a Kolo Muani qui sera là. Eh oui. Surprise. Mbappé. Thuram. Coman. Et Barcola. Ah ouais. Barcola, bien. Barcola, il est en forme au bon moment. Voilà. Donc les gars, voilà la liste de Didier Deschamps. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Comment vous avez fait pour savoir pour N'Golo Kanté? Quoi? Est-ce que vous le saviez il y a un quart d'heure? Qu'est-ce qu'il y a? Pour N'Golo Kanté, comment vous le saviez? Vous connaissez les bonnes personnes. Oui, parce que vous je le savais. Je ne pouvais pas le dire. Vous avez vu que j'ai gardé le secret. J'ai gardé le secret. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je suis comme un fou. On va gagner? Bien sûr qu'on va gagner. Didier Deschamps, vous croyez qu'il va se déplacer pour faire quoi? Pour pas gagner? Il va gagner l'Euro et après, il perdra au paddle contre moi cet été. Voilà. Et il passera un très bel été. Tiens, il y a quelqu'un qui a réagi. Vous savez, l'ancienne candidate de Secret Story, Nathalie Andréani, annonce être multimillionnaire grâce aux plateformes de charme. Maxime Johnson, Benaïm et Mamie hors sujet comme d'habitude. Et Cyril Hanouna qui était d'accord avec Jean-Michel Maire au début, mais comme par hasard, il a changé parce que truc... Donc ils sont d'accord avec vous, les gens. Bah évidemment. Ouais. Je le savais. Ouais, sur les plateformes. C'est fou, il y en a qui sont d'accord avec vous. Je connais très bien le sujet. Il ne faut pas se bagarrer avec moi sur ce sujet. Vous n'avez pas tardé à me casser les noisettes. Vous avez vu cette affaire? Un portail virtuel installé entre New York et Dublin a été déconnecté à cause de débordements. On va regarder ça. C'est un truc de fou, regardez. Alors, oui. Mais l'idée de départ est peut-être bonne. C'est un artiste lituanien qui fait une sculpture. Et effectivement, il y a un portail virtuel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dirait comme ça, portail virtuel, les gens ont fait n'importe quoi. Mais quand je dis n'importe quoi, apologie des attentats à New York, des gens qui sont nus, qui se déshabillent, exhibitionnisme. Donc c'est impossible. Alors ils disent on va trouver une solution technique pour améliorer ça. Moi, l'amélioration que je vois, c'est de le supprimer. Je ne vois pas comment ça peut être sauvé, très franchement. Merci, en tout cas, vous êtes toujours sympa. On enchaîne avec cette info incroyable. Un tableau de Claude Monet a été vendu hier soir aux enchères chez Sotheby's à New York. Il a été adjugé en 8 minutes pour la somme de 34,8 millions de dollars.
34,8 millions de dollars, un tableau qui a été vendu. C'est un truc de fou. Hein. Vous avez vu ça, oui. Enchère au téléphone, ça monte très très vite. Bon, en ce moment, il a énormément la cote, mais quand même. Et dans la même vente, il y a eu une artiste britanno-mexicaine que moi je ne connaissais pas, Madame Carrington, 28,5 millions de dollars. C'est-à-dire que le marché de l'art qui s'effondrait un peu, parce que notamment il y a moins de Russes, l'art repart avec des folies furieuses. Il y a un Basquiat aussi qui, dans une autre vente, a été vendu 32 millions de dollars. Basquiat, en ce moment, c'est l'artiste qui a le plus la cote au monde. Le record de monnaie en 2019, c'est quand même 110,7 millions. Quoi, Charles Basquiat? Jean-Michel Basquiat. Je sais qu'il est. Premier degré. Il est premier degré. Et sort, t'es une lourdeur, t'es devenu chiant. Parce que t'es chiant. Il est con. On va parler. On va juste vous montrer cette image qui m'a fait rêver. Une vidéo devenue virale sur les réseaux. Une tortue géante a été aperçue sur une plage en République dominicaine. Regardez. Elle ressemble à quelqu'un. Regarde. Elle est mignonne, hein? Trop mignonne. Elle est très mignonne, je sais, je la connais. Elle s'appelle Janine. Ah ouais? Oui. C'est pour ça que tout le monde l'appelle la tortue ninja en verlan. Dans un instant, Michel Marie arrive, tiens. Il va nous parler de cette histoire. Le corps d'un homme retrouvé démembré dans une valise près de la gare d'Austerlitz. Ça, c'est horrible. Histoire de fou. Et puis, dans un instant, vraiment, c'est incroyable puisque... vous l'avez vu, hein, ce drame, lundi, 2 agents pénitentiaires tués dans l'attaque d'un fourgon. Des proches du fugitif seront avec nous dans un instant, notamment la sœur du fugitif et quelqu'un de très proche de lui. Ils seront avec nous pour, je vous dis, une interview exclusive. Sachez que tous les médias les voulaient et à force d'être harcelés par les médias, ils ont dit on va s'exprimer comme ça au moins. Voilà, on aura moins de coups de fil et moins de harcèlement. Et ils ont choisi TPMP pour s'exprimer. Ce sera dans un instant tout de suite. Merci d'être là. Merci beaucoup d'être là et merci au public de venir nous voir. Michel Marie nous a rejoint et dans un instant, je vous le dis, 2 agents pénitentiaires tués dans l'attaque d'un fourgon. Des proches du fugitif témoignent en exclusivité dans TPMP. Je sais que vous attendez ça et moi aussi. Voilà, j'ai envie de savoir les tenants et les aboutissants. Tout ça, Michel, vous resterez avec nous, bien entendu. Et c'est vrai que c'est quand même incroyable voilà, qu'elles soient là toutes les deux. Et voilà, je vous dis, c'est parce qu'il y a énormément de journalistes qui les ont appelés. Et à un moment, elles se sont dit, voilà, on va parler, on va s'exprimer au moins une fois pour toutes, et ce sera dans TPMP. Michel, juste avant, on va parler de cette affaire. Le corps d'un homme retrouvé dans une valise à la gare d'Austerlitz. Que s'est-il passé? C'était samedi dernier, samedi 11 mai. Les pompiers sont appelés vers 22h, 22h30 pour un incendie. En fait, c'est sous le pont d'Austerlitz, au pied du quai de la Râpée, où se trouve le fameux institut médico-légal. Et donc les pompiers font leur boulot, ils éteignent l'incendie. C'est plutôt un feu de poubelle, hein, c'est un endroit fréquenté par des SDF. Et après avoir éteint le feu, ils font des constatations et découvrent une valise en plastique à moitié calcinée, enfin pas entièrement calcinée. Et à l'intérieur de cette valise, ils découvrent un tronc humain. Et un peu plus loin, des membres, les 2 bras et les 2 jambes. En fait, le corps est complet, mais il a été démembré. Donc, évidemment, la police judiciaire est appelée. L'identification de la victime a été assez rapide parce qu'il était connu des services de police. Donc, par son ADN, on a eu son nom et son adresse. Et alors que l'enquête démarrait, le lendemain... un individu d'une trentaine d'années qui se prénomme Marc s'est constitué prisonnier au commissariat de la Défense pour dire qu'il était l'auteur de ce crime épouvantable. Et le scénario est à peu près le suivant. On sait maintenant, grâce à l'autopsie, que la mort remonte à la nuit du 4 au 5 avril. Et Marc en question était l'auxiliaire de vie de la victime, qu'on prénomme Olivier, qui était âgé de 56 ans, qui était malade, handicapé, sur un fauteuil roulant, avec une sclérose en plaques,
Et ils s'étaient rencontrés au bistrot, et puis ils étaient devenus un peu copains, et puis du coup, il lui rendait service. Jusqu'à cette soirée où les choses se sont mal passées, probablement pour une histoire d'argent, parce qu'Olivier n'avait pas beaucoup d'argent et donc avait du mal à payer son auxiliaire de vie. Et du coup, il a reconnu en garde à vue l'avoir frappé, étranglé. Et là où c'est épouvantable, c'est qu'il a dissimulé le corps sous son lit, parce qu'il habitait en réalité, comme il était SDF, ça l'arrangeait, il habitait au domicile, boulevard Henri IV, donc juste à côté de la garde républicaine. Il habitait chez la victime, donc chez Olivier, qui avait 56 ans. Et après l'avoir tué, il est resté avec sa compagne pendant 1 mois et demi, à dormir toutes les nuits là dans cet appartement. Et puis gêné par les odeurs, et puis les voisins commençaient à se poser quand même sérieusement des questions. Et donc samedi dernier, le 11 mai, il a entrepris de démembrer le corps dans la salle de bain. En l'absence de sa compagne, il a rangé le corps comme il a pu dans cette fameuse valise. Et le soir venu, à la tombée de la nuit, donc vers 22h à peu près, il a traîné le corps à environ 150 mètres. On voit la garde républicaine par rapport au quai de Seine. Il y a 150 mètres à parcourir. Il a traîné cette valise jusqu'au pied du pont d'Austerlitz. Et il a arrosé ça d'un produit inflammable et il a mis le feu. Incroyable. Et ce qui est terrible, c'est que Olivier n'acceptait que lui, que cette personne comme auxiliaire de vie. Et il ne supportait pas les autres, il l'avait choisi lui avait donné toute sa confiance. Et ça se termine comme ça, l'histoire est hallucinante. Bon, il a été déféré, là la justice a œuvré, et il est en détention. Alors, pardon. C'est incroyable, c'est encore une histoire incroyable. Au départ, on croyait que c'était un crime parce qu'on retrouve un Coran avec une casquette. Donc, évidemment, les enquêteurs se posent la question. Moi, j'ai contacté l'avocate de la famille de la victime, Caroline Wasserman, qui s'est refusée à tout commentaire, mais qui m'a dit que ça n'avait rien à voir avec un crime religieux islamiste. Voilà. D'accord, et pourquoi ils ont voulu le Coran était là, mais apparemment il n'est pas en lien avec Ils ont voulu faire croire ça ou même pas, non? Comment? Il a voulu faire croire ça ou même pas? Non, je suis pas sûr, non. Je pense qu'il y avait le Coran qui était là, et puis il a déposé la valise à cet endroit-là. Il avait voulu faire croire, voilà. Non, je crois pas, c'est une coïncidence, a priori. Même pas. Et sa compagne est au courant? Alors, sa compagne, c'est compliqué parce qu'elle est sourde-muette. D'accord. Et elle est, a priori, pas inquiétée par l'enquête. C'est-à-dire qu'elle n'était pas là quand, a priori, elle n'était pas là quand les faits de violence se sont passés, c'est-à-dire l'homicide volontaire. Et elle n'était pas là non plus lorsqu'il a découpé le corps, pas plus qu'elle ne semblait être là au moment où il s'en est débarrassé. Donc, elle a dû être entendue, je pense, par la police, mais elle n'a pas été inquiétée. C'est incroyable. C'est incroyable, franchement, c'est fou. Mais donc, quand il y avait le corps, elle n'a pas vu qu'il y avait le corps, les odeurs? Elle devait bien sentir que... Ah oui. Mais en même temps, bon, elle est sourde-muette, je ne sais pas très bien. On est quand même dans un milieu... Alors, il fréquentait beaucoup les bistrots, il fumait beaucoup de cannabis. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'ils se sont connus, parce que Olivier était un gros consommateur de cannabis. Et Marc était un peu son dealer. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils s'entendaient si bien. Et il était devenu totalement irascible depuis sa maladie, depuis sa sclérose en plaques. Il a dû quitter un appartement qu'il aimait bien dans le 10e parce que le fauteuil passait pas. Donc on lui a trouvé un logement boulevard Henri IV, qui est quand même un joli quartier, mais bon, a priori, c'était pas son quartier où il avait ses habitudes. Et puis voilà, il avait l'habitude donc d'aller boire des... Il aimait bien être aux terrasses de café, de discuter avec tout le monde, et c'est comme ça qu'il a connu Marc. On va parler d'une chose complètement différente avant, bien sûr, de parler de ce drame qui est passé lundi. Autre chose, mais c'est vrai que c'est une image qui a fait énormément parler, c'est cette affaire de concert de Dadju et Taïk dans un centre commercial qui a dégénéré. Je ne sais pas si vous avez vu les images. On regarde ça.
Alors, Gilles, oui, alors on a frôlé le drame, même plusieurs drames. Donc c'est dans un centre commercial à Lyon, c'est un concert privé, il y a 3000 personnes qui sont là et les étages, évidemment, du centre commercial sont bondés. À ce moment-là, Dadju et Taïk arrivent et il y a un fan qui va se jeter sur Dadju, ce qu'on a vu, ce qu'on voit derrière vous là. Donc il se jette à son cou, mais il l'enserre très fortement. Mouvement de panique, la sécurité intervient, on va dire quand même un peu tardivement. Donc il y a des mouvements de foule, il y a une sorte d'hystérie. La performance a quand même lieu, mais après, Dadju et Taïk devaient rester, donner des interviews, participer un peu avec le public. Ils ont été immédiatement évacués. Alors la direction du centre commercial se défend en disant la sécurité a été assurée, il n'y a pas eu de drame. Mais franchement, on n'en était pas loin, parce qu'on voit que c'est, de mon point de vue et du point de vue des gens qui s'occupent de sécurité, absolument pas maîtrisé à aucun niveau. On pouvait se ruer sur les stars et éventuellement, là c'est pour se ruer à son cou, mais éventuellement les agresser. Et par rapport à la densité de public, c'était dangereux aussi. Très serré, voilà. Il y a eu des malaises, il y a eu des mouvements de foule, il y a eu beaucoup de problèmes. Énormément de tensions. Il y a aussi énormément de gens qui nous demandent qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure. Puisque sachez qu'à l'antenne, vous n'avez pas vu ce qui s'était passé. Il y a un monsieur qui s'est levé dans le public, qui a brandi un drapeau de la Palestine. Et sachez que ce monsieur a été reconduit dehors. Apparemment, sachez qu'il aurait caché, parce que ici, sachez qu'aucun objet métallique ne peut passer ici, puisqu'il y a un détecteur métaux et un portique ici. Apparemment, il l'aurait caché dans ses parties intimes. Il aurait plié le drapeau dans ses parties intimes et le drapeau, il l'aurait donc caché et il l'aurait sorti ensuite dans le public. Il l'a dit, sachez-le, il l'a dit, je ne suis pas belliqueux, je ne veux pas je suis pas là je suis là pour semer le trouble, mais non pas être violent. Il a été reconduit dehors, apparemment, ce monsieur. C'est ça, Gilles, vous avez les infos ? Les agents de sécurité sont intervenus, il a été reconduit dehors, effectivement, pas belliqueux, mais il avait envie de s'exprimer politiquement. Et d'exprimer des convictions profondes qui moi, ça me choque qu'on les exprime ici et surtout qu'on remette en question la liberté d'expression totale de ce plateau. Après, c'est ce truc, c'est qu'il est caché dans les parties intimes. Donc je vais vous dire, ce qui est fou, c'est que maintenant, on va devoir fouiller les gens. Même les chroniqueurs. Ça m'arrange pas pour Daniel, mais voilà. Sachez que forcément, il faut prendre des mesures de sécurité extrêmes. Mais on en rigole, mais c'est vrai qu'on va être encore plus vigilant. Sachez-le, et forcément, je sais que Géraldine et Raymond, ça vous a un peu secoué. Enfin, Géraldine. Oui, mais Raymond m'a pas vraiment rassuré, donc. D'accord. Moi, je dirais pas, parce que nous, on laisse les gens tranquilles ici, même la Sécu, ils fouillent, il y a le portique de sécurité, là, c'est un drapeau. C'est extrêmement sécurisé, oui. C'est sécurisé de fou, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on est l'émission en direct et le public ici, les cosmopolites, tout le monde a le droit d'entrer, il n'y a pas de discrimination, tout le monde rentre. Oui, mais il y a des contrôles très importants, et vous comprenez bien. Alors, je sais que pour le public... On est contrôlés, nous aussi, hein. On passe d'ailleurs nos sacs dans un portique. Le seul qui n'est pas contrôlé, c'est moi. Oui, mais ça... Ils se disent, il ne va pas non plus... Non, c'est vrai que c'est quand même... je sais que pour le public, ça peut être un petit peu gênant, mais sachez qu'il y a un gros protocole pour le public. Ils ne peuvent pas amener de téléphone ici, de sac, aucun objet, rien dans les poches. Donc on va être encore plus vigilant. Donc ça va être encore... plus et le public va comprendre parce que c'est de la vraie télé, on est en direct. C'est la seule émission, si tu veux faire passer un message, c'est là qu'il faut venir. Donc le public va comprendre si on les fouille encore plus. Parce que les autres émissions, c'est pas en direct, donc tu peux faire ce que tu veux. Alors, juste Mokhtar, qu'est-ce qui s'est passé avec le monsieur, si vous avez les infos, s'il vous plaît, parce que c'est important, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui en parlent. C'est vrai qu'on a pu faire ça à l'antenne, et c'est vrai que c'était assez... les gens ont été un peu choqués. Comme tu as dit, on fouille... On fouille les personnes à l'entrée, on a les détecteurs de métaux, et puis même des fois on a la palpation quand on a les collègues féminines. Et puis là, comme tu as dit, il les a cachés dans les parties intimes. Donc nous, on n'a pas le droit de fouiller à ce moment-là. Maintenant, il va falloir... Mais c'est vrai, maintenant, là, on va voir avec... Sacré métier. On va voir avec les collègues comment ça va se passer pour demain. La peine de voir avec les collègues, vous voyez avec moi, je veux dire que ça va être encore plus serré. Mais après, non. 99% on est en sécurité ici. Bien sûr, mais c'est sûr, c'est vrai que c'est extrêmement sécurisé ici, mais on va encore
renforcer, puisque je vais vous voir demain. Puis et les collègues, renforcer encore tout ça. Les collègues ont bien réagi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite derrière? Est-ce qu'on peut avoir un collègue qui était, s'il vous plaît? Si on peut avoir non, quelqu'un. après, on l'a mis dehors, on a pris son identité, et puis on l'a mis dehors, et puis apparemment, il est déjà venu sur BTP. D'accord. Puis après, maintenant, c'est à la chaîne de décider s'il veut porter plainte ou si. D'accord. Mais là, il est. Là, on a son nom, prénom. Dehors, d'accord. Bah, oui. D'accord, tout simplement. Tu veux lui parler? Non, mais moi, je veux me parler, moi. C'est bon. Voilà, tout le monde, après la soir, j'ai pas trop le temps, mais l'autre fois, avec plaisir, voilà. Non, juste après, si je peux te permettre, t'as bien réagi, parce que des fois, tu laisses la parole aux gens et tout ça, puis après, c'est relou. Là, laisse-nous travailler, et puis après, t'inquiète. S'il te plaît, c'est moi qui vais donner les ordres, tu vas te rasseoir là-bas. Ah, merci. Merci. De toute façon, on va se voir demain, on va faire un petit point de sécurité, ça va vous calmer. Vous allez tous venir dans mon bureau, ça va. Je pense que ça va vous calmer un petit peu tous. Hein. Merci en tout cas Mokhtar qui est toujours. Voilà, c'est mon bébé d'amour, vous le savez. Et c'est vrai qu'on se dit tout tous les deux, mais c'est vrai que voilà, c'était voilà, je sais que vous avez été un petit peu, même Daniel, hein, était un petit peu secoué. Hein. Derrière, on sait pas leurs intentions. Il est venu seul, sachez-le. Il était tout seul, il était d'un certain âge. Voilà, donc. Daniel, elle m'a dit un jour, il y en a un qui va m'étrangler. Mais oui, qu'est-ce que vous feriez? C'est ça, je me dis. On le laisserait faire. Alors, sachez, on va revenir sur cette affaire lundi, et sachez que il se passe énormément de choses. Je vous le dis, on est en direct, il est 21h, et je vais vous raconter ce qui se passe minute par minute au sujet de nos deux témoins. Je vais vous le dire, puisqu'il se passe énormément de choses derrière le plateau actuellement, et ça rebondit de minute en minute. Je vais vous dire ça, puisqu'il se passe énormément de choses assez compliquées autour des deux témoins, là, ce soir, en direct. C'est une situation vraiment, je vous le dis, inédite pour nous, puisque dans un instant, on a avec nous Aïcha, la sœur du fugitif, Mohamed Amra, qui est avec nous, et Alicia, une très proche également du fugitif, qui ont décidé de s'exprimer ce soir dans TPMP en direct. On va rappeler l'affaire, on va rappeler où ça en est, et je vais vous tenir au courant minute par minute de ce qui se passe, puisqu'il y a des choses assez graves qui se passent actuellement autour de ces deux invités. Je vais vous en parler dans un instant, puisqu'on me donne les informations minute par minute ici. Juste avant, Michel et Gilles, qu'est-ce qui se passe? Un petit résumé des faits. Ça a commencé mardi 14, donc ce mardi-là. Un fourgon cellulaire qui transportait un détenu, Mohamed Amra, qui sortait d'une audition chez le juge d'instruction à Rouen et qui regagnait sa cellule à la maison d'arrêt d'Évreux. Le fourgon a été attaqué par un commando où des coups de feu ont été tirés. Les agents de la PREJ, c'est le pôle régional d'extraction judiciaire, 2 ont été tués par les balles des voyous, Arnaud Garcia et Fabrice Moello. Tous deux, enfin l'un était déjà père de 2 enfants, l'autre, Arnaud, sa femme était enceinte de 5 mois au moment où il a trouvé la mort, les armes à la main. Ils ont été surpris, en fait il y a eu un effet de surprise terrible. Et lorsque la voiture bélier arrive et neutralise le fourgon, ils sont sortis les armes à la main et les coups de feu sont partis. Et les 5 agents de la pénitentiaire 2 ont été tués, 3 ont été grièvement blessés. À partir de là, ils ont réussi à extraire le voyou qu'ils venaient évader, le fameux Mohamed Amra. Pour l'instant, les services de police le recherchent activement. Ils sont relativement discrets quant à la communication. Je ne me fais pas... On va voir Gilles qui a des infos. Merci. Alors, la traque est désormais mondiale parce que donc elle est étendue à la notice rouge d'Interpol qui regroupe en 2023 196 pays. Ça veut dire que quel que soit l'un de ces 196 pays, sa photo est diffusée, des éléments d'information sont diffusés. Et comme la France, 2 tribunaux, je crois que c'est Rouen et Marseille, ont émis des mandats d'arrêt. Bon, avant que vous continuiez, Gilles, sachez qu'il y a énormément de gens qui me demandent qu'est-ce qui se passe avec la sœur du fugitif, donc Mohamed Amra, et une très proche du fugitif qui était avec nous dans un instant. Sachez que je vais vous tenir au courant. Voilà, ils sont avec les équipes de production puisqu'il s'est passé un fait il y a un instant
autour de ces deux invités. Donc on est en train de gérer ça. On va vous tenir au courant, bien entendu, en direct, là, dans un instant, puisqu'il me donne les informations et je vous dirai exactement ce qui se passe, où on en est et qu'est-ce qui est en train de se passer. Oui, Gilles. Donc, traque mondial, parce que 2 mandats d'arrêt ont été émis. Ça veut dire que s'il est identifié dans l'un de ces pays, 196, il peut être immédiatement arrêté avant d'être extradé. Et pourquoi la traque est mondiale? Parce qu'il est possible, pas probable, mais possible, que les fuyards, qu'ils soient groupés ou isolés, soient partis vers l'étranger, soit en voiture, soit via Le Havre, en bateau, pour un autre pays. Donc, traque mondiale. Et sur le plan local, c'est évidemment l'identification avec ADN. Les 2 voitures calcinées sont examinées. Il y a plein de labos en France. Tous les labos ont mis toute leur expertise à disposition. Vidéosurveillance du péage qui va remonter à plusieurs jours. Et puis également, au niveau des proches, audition possible de tout ce qui est la famille et des gens qui sont venus le voir en cellule. Exactement. Ça avance actuellement fortement, parce que ça fait quand même 3 jours, 4 jours. Les autorités ont dit l'enquête avance, mais pour le moment, c'est vrai qu'elle reste discrète. En fait, la vraie question, c'est de savoir le motif, le mobile de cette évasion. Alors justement, qu'est-ce que vous dites des gens qui disent, et pour ça, on voulait en parler justement avec sa sœur et très proche de Mohamed Amra. Mohamed Amra, il y a une énorme question qui se pose. Il avait encore combien de temps? 3 mois à faire? Il avait beaucoup plus que ça, parce qu'il était sur 3... Oui, il était en fin de peine sur l'affaire qu'il était en train de purger, mais il était mis en examen sur 2 dossiers criminels, un à Marseille et un à Saint-Étienne-du-Rouvray, et il n'était pas prêt de sortir de prison. Et qu'est-ce que vous dites de aussi cette hypothèse qui dirait que ce sont des gens aussi qui ont fait exprès de le sortir et voilà, pour éventuellement l'empêcher de parler aussi. C'est ce qui... Alors ça, c'était votre théorie. Non, c'est pas ma théorie, c'est une des théories qui a circulé. Qui a circulé, que vous aviez évoquée. D'après mes renseignements, ça ne semble pas être la bonne théorie. En fait, on fait un rapprochement avec Nino Ferrara. Nino Ferrara, quand on l'évade, c'est parce qu'on a besoin de lui, parce qu'il est le seul à savoir ouvrir les camions, les fourgons. Nino Ferrara qui est sorti maintenant. Nino Ferrara qui est dehors. Oui, il était le seul à l'époque à pouvoir ouvrir ce qu'on appelait les tirelires, c'est-à-dire les fourgons de la Brinks. Et ils ont pris des risques insensés. Ils ont attaqué la prison de Fresnes aux explosifs. Ils ont fait tomber la porte. Ils sont rentrés à l'intérieur de la prison, ils ont fusillé les matons. Ça a été une scène de guerre. Et cette affaire-là de Mohamed Amra me rappelle un petit peu cette histoire. Oui, c'était très grave aussi. C'est aussi grave, sauf qu'à Fresnes, il n'y a pas eu de mort. Exactement, c'est ça. Oui. Et ça, c'est un miracle. Parce que mais voilà, j'avais assisté au procès, la pauvre Matonne, qui était une Antillaise, si j'ai bonne mémoire, elle a senti l'air des balles souffler, elle était en haut du Mirador. Bref. Et pour l'affaire de Mohamed Amra, ça me semble être à peu près la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'on l'a sous-évalué en termes d'importance dans le milieu, des narcotrafiquants notamment, et qu'il avait un rôle important et que ses complices ont fait faire ce contrat, parce que c'est un contrat sans doute effectué par des équipes qui sont payées pour ça, on pense à des équipes marseillaises, et parce ils avaient besoin de lui. Parce que depuis qu'il est incarcéré, leurs affaires vont moins bien. Et donc, il fallait le sortir coûte que coûte. Et on a vu ce que ça a donné. C'est un véritable carnage. Cyril, la thèse du fait qu'il y ait peut-être des rivaux qui aient voulu l'exfiltrer pour le faire taire a pris beaucoup corps quand on a su qu'il avait tenté de s'évader quelques jours plus tôt. Donc pourquoi essayer de s'évader s'il est barreau quand on sait que des complices vont vous faire évader 2 jours plus tard? Non, parce qu'il pouvait ne pas le savoir le dimanche où il assied ses barreaux. Alors s'il vous plaît, on est dans le direct, s'il vous plaît, merci. Dans un instant, je vais vous dire, on doit avoir avec nous Aïcha, la sœur de Mohamed Amra, qui était prête, qui était équipée, etc. Je vais vous dire ce qui s'est passé il y a un instant, et une très proche de Mohamed Amra. Regardez, le maire d'Incarville a tenu à faire un discours en rendant hommage aux victimes. Regardez. Nous sommes tous réunis en cette fin d'après-midi pour rendre un hommage aux 2 agents pénitentiaires sauvagement assassinés il y a 2 jours au péage d'Incarville. Nos pensées les plus émues vont aujourd'hui à leurs familles, enfants, épouses, ainsi que leurs proches. Nous pensons également aux 3 agents pénitentiaires gravement blessés, âgés de 48, 52
et 55 ans. Ils sont tous trois actuellement hospitalisés en soins intensifs. Il y a eu 2 gerbes de fleurs qui ont été déposées, suivies d'une minute de silence. Regardez, et je vous dirai où on en est dans un instant. Je sais que vous êtes tous intrigués par ce qui se passe. Sachez-le, ça a été... Voilà, les équipes ont vécu un truc qu'on n'a jamais vécu. Sachez-le, depuis l'apparition de Touche pas à mon poste sur les antennes, pour vous dire que l'affaire est extrêmement grave, en tout cas cette affaire, avec ces 2 témoins. Voilà, ils ont vécu un truc et ils sont en train de le vivre actuellement. Donc je vais vous donner les infos dans un instant. C'est parti. Je vous demande de faire 1 minute de silence. Merci. Et enfin, la Marseillaise a retenti accompagnée d'une grande émotion. Bien sûr, je vous dirai dans un instant ce qui se passe, puisque j'ai les infos qui tombent avec mes équipes actuellement. Et c'est vrai que c'est fou. On a avec nous, alors c'est le direct, alors je vous dis la vérité, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe, puisque Aïcha, la sœur du fugitif, était là, elle était dans le couloir, elle était équipée et elle était prête à rentrer sur le plateau. Quand elle a reçu un coup de fil important, voilà, elle est repartie. Pour l'instant, elle est là actuellement en train de repartir. Sachez que la famille est intervenue aussi, et que apparemment, voilà, elle aurait reçu également des menaces, voilà. Et elle a préféré donc se retirer. C'est la première fois qu'un invité est là et qui s'en va au dernier moment. Bien entendu, nous on ne veut pas lui causer de problème à cette jeune fille, Aïcha, qui venait justement pour témoigner, parce que tout le monde l'a harcelé et voulait un témoignage. Et il y avait Alicia qui était avec nous. Et Alicia, c'est une proche de Mohamed Amra, elle aussi. Sachez qu'elle était là et elle devait même montrer son visage. Et au dernier moment, sachez que ça a été très compliqué pour elle. Elle est au téléphone avec nous. Elle va nous dire ce qui s'est passé. Je vous dis, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de TPMP. Bonsoir Alicia. Vous m'entendez ? Alicia, est-ce qu'elle est au téléphone ? Oui, bonsoir, bonsoir Alicia. Bonsoir, allô? Je vous entends très mal, Alicia. Allô, allô? Oui, allô? Oui, je vous entends très mal. Oui, vous m'entendez? Allô? Ça passe pas apparemment. Les chéris, sachez que voilà, il y a eu de nombreuses menaces. On va essayer de la calmer. Essayez de la rappeler et qu'on puisse la voir, s'il vous plaît, en régie. Merci Robin, si tu peux faire un truc. Merci. Et donc, voilà, la personne est repartie. Elle veut nous dire ce qui s'est passé au téléphone. C'est incroyable ce qui se passe. Je vous le dis, on est en direct. Et c'est pour vous dire la gravité de l'affaire et de cette affaire qui est vraiment... et les menaces. Ah, mais c'est incroyable. On n'a jamais eu une situation pareille, sachez-le, dans TPMP. Ça n'est jamais arrivé. Si on pouvait caler Alicia, qui est une proche, très proche de Mohamed Amra, le fugitif, qui voulait parler ce soir et s'exprimer, qui a dû repartir, et qui nous a dit « je veux bien vous parler quelques secondes au téléphone pour vous dire ce qui se passe ». Parce que chez vous, vous devez vous demander, c'est vrai que c'est la télévision en direct aussi, et là c'est le direct, et vous vous demandez ce qui se passe. On devait avoir 2 invités ce soir. Il y en a une, la sœur, qui est repartie extrêmement choquée, qui a dû repartir chez elle et qui a dit je ne peux pas parler, finalement je dois rentrer, donc qui va rentrer chez elle. Et une autre très proche de Mohamed Amra, qui elle aussi est repartie, vraiment avec extrêmement soucieuse et extrêmement inquiète, et qui a dit à la limite je veux bien vous parler au téléphone. Nous, sachez-le, on n'est pas là pour causer des problèmes, et on préfère à la limite qu'elles ne soient pas là ce soir pour qu'on ne voit pas leur visage, et si elles ont des problèmes derrière et des menaces et des choses qui pourraient être irréversibles derrière. Donc voilà, on préfère à la limite, bien entendu, qu'elles ne viennent pas. Mais c'est vrai, si on peut avoir... Alicia a dit qu'elle voulait bien nous parler au téléphone. Elle voulait nous parler au téléphone. Alicia, est-ce qu'elle est là, Alicia? Oui. Merci, Alicia. Merci d'être là. Alicia, je sais que vous êtes repartie. Vous deviez venir sur notre plateau ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Rien. Rien? D'accord. Très bien. Vous êtes où actuellement? Pas là. D'accord. Donc, vous avez décidé de ne pas venir ce soir, finalement? Exactement.
D'accord. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que c'est quoi? C'est parce que ça s'est passé au dernier moment. Qu'est-ce qui s'est passé exactement de préjudiciable pour vous, qui a fait que vous soyez reparti? Parce que nous, on ne vous en veut pas du tout. On comprend à la limite. Voilà. On voudrait juste. Et je sais que vous voulez évoquer une thèse. Vous vouliez évoquer une thèse avec nous ce soir. C'était la thèse de l'enlèvement, c'est ce dont on a parlé avec Michel Marie. Je sais que vous êtes une proche du fugitif. Est-ce que vous pouvez nous parler juste de ça, parce que c'est ce que vous vouliez évoquer ce soir? C'est-à-dire je sais que vous vouliez ce soir parler de la thèse de l'enlèvement. S'il vous plaît, là. Oui, parce qu'on voit sur la vidéo, on voit que ça peut être une théorie d'enlèvement. Après, on ne sait pas. C'est ce qu'on a évoqué sur ce plateau. Il y a plusieurs théories, bien entendu. C'est vrai qu'il y a eu des victimes... Et voilà, forcément, on pense tous aux familles des victimes, on a envie que l'enquête avance. Et c'est vrai que ce soir, vous vouliez... Il a l'air perdu sur la vidéo. Vous pensez qu'il a l'air perdu sur la vidéo? Vous pensez qu'il n'était pas au courant pour vous? C'est une théorie. C'est une théorie, c'est ce que vous vouliez nous dire ce soir. Après, évidemment qu'on condamne bien sûr, bah oui. Les morts. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Est-ce que vous dites, et c'est important que je veux le savoir, ce que vous dites qu'il n'aurait pas pu avoir la mort de 2 hommes sur la conscience? C'est pas possible. Le connaissant, vous dites que c'est pas possible pour vous? Non. Impossible qu'il ait la mort de 2 hommes sur la conscience. Donc, vous pensez qu'il n'était pas au courant pour vous de cette affaire? Je peux pas dire, je suis pas au courant, je sais pas. Mais pour vous, d'après ce que vous connaissez, vous dites que c'est pas, ça vous étonne de lui? Exactement. C'est un témoignage important, oui, Michel. Il pouvait peut-être savoir que l'évasion allait se produire sans savoir les autant conséquences, en n'imaginant pas qu'il y aurait autant de morts et de blessés. C'est ça. Possible. Alicia, merci en tout cas d'avoir été avec nous. On doit rendre l'antenne et moi, avec nous 2 minutes par téléphone. Et on vous souhaite de ne pas avoir de problème. Et la sœur aussi du fugitif. On espère qu'on va avoir les réponses sur cette affaire, parce qu'on pense surtout aux familles des victimes ce soir et à ce drame qui a eu lieu. Et on veut juste qu'ils soient tous retrouvés et que vraiment ils soient tous punis sévèrement pour ce qu'ils ont fait. Merci Alicia en tout cas d'avoir été avec nous par téléphone. Et c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive que 2 invités partent du studio au dernier moment. Merci à tous. Merci. Au revoir.